Bonjour à tous et bienvenue sur Mandarin TV. Selon les chiffres de 2016, Paris compte pas moins de 1000 galeries d'art. La galerie A2Z en fait partie. Quelles sont ses particularités? Comment fonctionne-t-elle? Pour en parler, je suis avec Anthony Fung, cofondateur de cette galerie avec Sui Li. Bonjour à vous deux. Bonjour Camille. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est vous qui avez fondé cette galerie? Exactement. Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi? Alors tout simplement, en 2009, lorsque ma femme travaillait encore à Point de Galerie et moi, je travaillais dans une entreprise familiale d'encadrement de tableaux, on a décidé, au travers de plusieurs rencontres, notamment d'artistes, de jeunes artistes comme moi qui venaient faire leurs études, enfin des jeunes artistes chinois qui venaient faire leurs études en France. On avait juste constaté qu'il n'y avait pas assez de lieux de représentation pour cette génération d'artistes. Et on avait fait aussi le constat qu'il y avait un gap assez énorme entre ce qu'ils voulaient vraiment dire et ce qu'on retrouvait dans les textes et ce qui a été communiqué. Voilà l'avantage avec ma femme qui est née en Chine, c'est qu'on peut vraiment, on va dire, retranscrire et être au plus juste de la pensée de ces artistes. L'idée, c'est pas simplement une traduction littérale. Il fallait absolument une interprétation et créer des parallèles. Et là, c'est là, à ce moment-là où j'interviens, on trouve des équivalences pour justement que ce soit plus digeste ou, on va dire, plutôt plus accessible pour un public français. On est quand même en France. Vous l'avez fondé à deux, hein? Ouais, à deux, Ça a été difficile? Alors en fait, quand 2009, on a créé la galerie, il y a déjà une crise. Juste après la crise, ouais. Juste après la crise. 2008, ah oui, ouais. la crise financière. Hein? Ouais, c'est ça, 2008. On n'a pas réfléchi, à vrai dire. On avait envie Vous de avez le faire. même pas fait d'études de marché? Non, Non. même pas. Non, c'était Mais par contre, oui. on a expérience déjà. Ah oui. Donc voilà, c'est ça, dans ce métier, Anthony, ça fait 20 ans. Qui rencontre aussi beaucoup d'artistes français, chinois. Et moi, surtout, c'est dans le marché de l'art. Je fais des études dans le marché de l'art. Aussi, je rencontre aussi surtout les artistes chinois en Chine. Et c'est pour ça que nous avons ces avantages pour créer la galerie qui représente voilà, les artistes chinois. Ouais. La galerie A2Z, ça signifie quoi alors? Alors, c'est un concours de circonstances. On a voulu symboliser, trouver un nom qui pouvait symboliser justement la passerelle de culture, d'échanges culturels que nous représentons de manière symbolique. Donc A c'est Anthony, mon prénom, Z c'est Ziwei. Ouais. Ziwei, A, c'est ça. A to Z. Voilà, c'est vraiment cette volonté de transmettre de la France vers la Chine, une certaine manière de voir l'art, une certaine manière de la représenter. Et donc voilà, c'est pour ça que A to Z Art Gallery en anglais, c'est aussi l'art de A à Z. C'est aussi cette volonté de démocratiser l'art, pas de vulgariser, mais disons de rendre accessible l'art en montrant justement, en servant de modèle, parce que je viens, je suis né au Vietnam, ma femme elle vient de Chine. De Chine, oui. Donc, mais vous avez grandi en France? Je suis arrivé à l'âge de 6 ans et j'ai passé la plupart de mon temps en France. Et donc par rapport à cette symbolique, l'art de A à Z, on veut vraiment faire en sorte que chacun puisse comprendre que l'art est accessible à tous. Je sais qu'il y a pas mal de peintres chinois, de Chine populaire, qui sont venus en France, soit pour les études, soit pour s'y installer, soit pour perfectionner leur art. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de galeries d'art dédiées à ces peintres asiatiques, non? Pas forcément. Pas beaucoup. Pas beaucoup, oui? Ouais. C'est étonnant. Il y a eu au début des années 2000 un engouement pour les artistes contemporains chinois. Il y a eu une mode, non? Une bulle spéculative, on va dire, autour de cet engouement. Donc la scène artistique chinoise s'est beaucoup développée à ce moment-là. À Paris? À Paris, mais aussi en Chine. En Chine aussi. Oui, surtout, voilà. Il y a beaucoup de
de lieux dédiés à l'art qui se sont créés. Il y a eu beaucoup de musées qui se sont créés pendant ces 15 dernières années. Là. Mais malheureusement, en France, c'est le constat qu'on avait fait justement, hein, c'est que des fondateurs, des galeristes chinois représentant l'art contemporain chinois sur Paris, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, il y en a quand même. Il y en a, ouais. Mais surtout, c'est la propriété, c'est les Français, pas les Chinois en Chine ou les Chinois en France. Ouais. C'est un peu notre particularité. C'est ça. Par rapport à la culture, c'est vrai. On dit qu'en France, c'est pas beaucoup. C'est ça, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y a un gap, n'est-ce pas? Un décalage entre ce que voulaient exprimer les artistes chinois et ce qu'on retrouve dans les communiqués de presse. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et quel est ce type de gap alors? C'est quoi exactement? Pourquoi Mais en fait, c'est pour rentrer dans la philosophie, rentrer dans le mode de pensée de ces artistes, il faut connaître la culture, il faut comprendre de quoi émane cette pensée. Donc forcément, lorsque l'explication est donnée, sans contexte, on ne peut pas forcément comprendre le fond du discours de l'artiste. Donc c'est ce à quoi on sert. C'est la seule raison qui vous a poussé à créer cette galerie A2Z? C'était l'une des premières. L'une des premières, oui. Mais la seconde étant vraiment de rendre possible l'accès à l'art auprès de notre communauté aussi. Vous vous rendez compte que à Paris, enfin en France en général, on ne retrouve pas beaucoup d'acteurs asiatiques dans le domaine de la culture. Très peu. Des lieux de rencontre, il y en a peu quand même. Hein. Oui, c'est pour ça. On a voulu créer un lieu où justement chacun puisse se sentir bien et un lieu d'échange, de rencontre. Rencontre aussi. Ouais. Et on est là justement pour que chacun puisse discuter dans la paix et le bonne humeur. Échanger la culture. Autour de cette culture contemporaine. Votre galerie se situe pas loin du Café Floral, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Le Café de Floral. Pourquoi avoir choisi cette adresse-là? Saint-Germain-des-Prés. Oui, Saint-Germain-des-Prés. Alors c'était assez symbolique parce que pour nous, il y a différents quartiers dans lesquels on pouvait s'installer où il y avait beaucoup de galeries qui sont présentes. Ah oui, c'est vrai. Il y a le Marais, etc. C'est vrai, ouais. Mais pour nous, symboliquement, Saint-Germain, c'est le quartier historique où les premières galeries, les premiers marchands, les artistes se sont installés. Donc, être au centre de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, c'était une manière aussi de perpétuer l'histoire de l'art, tout simplement. C'est ça. Et en fait, votre galerie existe depuis maintenant 10 ans, là? Alors, 11 ans, on a ouvert 11 ans, hein. Ah oui. 2009. 11 ans, ouais. Tout à fait. Donc, quel est le constat que vous faites aujourd'hui? Alors, 11 ans après la création de votre galerie, vous avez réussi le pari? Alors, quand on travaille dans l'art, lorsqu'on tient une galerie, et surtout notre ligne éditoriale était la promotion de jeunes artistes pour porter leur voix sur la scène internationale, parce que si on fait aussi des foires, etc. On peut jamais se faire on a un constat positif forcément parce qu'on est encore là. Oui, tout à fait. On a quand même 300 mètres carrés à Saint-Germain-des-Prés. 300 mètres carrés. C'est un hôtel particulier. Mais si vous voulez, on se fixe tellement de challenges qu'on n'est jamais satisfait. L'idée, l'ambition qui est derrière notre projet, il est tellement grand, à savoir vraiment porter des artistes et leurs idées sur la scène internationale, qu'on n'aura jamais fini. Et qui sont vos artistes alors? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous avons des artistes chinois, japonais, vietnamiens, qui naissent aussi en France, mais origine vietnamienne, surtout les artistes asiatiques aujourd'hui.
Et, Exclusivement exclusivement, Non. parfois. Non, non, Vous non. n'exposez pas d'artistes français? Si. Ah oui. Il y a des artistes français aussi. En fait, voilà, dans notre volonté de créer des passerelles, il est évident que dans notre sélection, on ait autant d'artistes chinois que des artistes occidentaux. C'est 50-50 quand même. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que vous voulez Ça, être, on crée la lien. vous voulez être un pont entre les deux cultures. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc oui, on a des artistes chinois comme... alors notre artiste, on a eu de la chance de travailler avec lui parce qu'un artiste nous l'avait présenté, c'est Ma Desheng. C'est un artiste historique qui a créé le premier groupe d'artistes contemporains qui s'appelle Les Étoiles. Il a été le fondateur et le leader. Et on a de la chance de le représenter aujourd'hui. C'est vraiment l'un des artistes historiques, parce qu'on représente aussi, par exemple, Vladimir Vilchkovic. On a pu présenter à Hong Kong, dans le galerie à Hong Kong. On a Rachid Koraïchi aussi, un artiste qui est incontournable dans tout le Moyen-Orient et dans le reste du monde d'ailleurs. Après, à côté de ça, on a des artistes avec lesquels on travaille depuis le début, qu'on a fait grandir petit à petit. Lesquels, par exemple? Écoutez, il y a Jimbo, il y a Zhang Wei, Li Donglu, qui est un cantonais. En les exposant de façon régulière, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fonction de, du temps dont ils ont besoin pour monter toute une exposition. Donc oui, on en a beaucoup, Zhang Litao. Aujourd'hui, on a vingtaine d'artistes. En français, on a Adeline Kalowski, par exemple. On a Anne Grimm. En vietnamien, c'est... petit à petit, en fait, on a eu cette spécialisation dès le départ. Mais au fur et à mesure des rencontres, c'est ça. On a élargi notre sélection et on travaille maintenant avec des artistes asiatiques dans sa globalité. Donc, il parlait d'une artiste japonaise qui s'appelle Shoreda, extraordinaire. Et Yang Mian, en ce moment, l'expo à la galerie, c'est un artiste chinois aussi en Chine, engagé en Chine lui aussi. Lui vient tout droit de Chengdu. Oui. Et, comment faites-vous pour les repérer? Parce que, d'accord, vous êtes spécialisé dans l'exposition d'œuvres d'art asiatiques, mais les artistes chinois, japonais, vietnamiens, ils sont quand même loin. Comment faites-vous pour, pour faire votre sélection? Ils sont quand même en France. Sinon, il fait les études en France. Il fait les études en France, les voyages, je comprends mieux. Donc votre sélection, elle s'effectue parmi les artistes asiatiques qui se trouvent physiquement en France, ce qui facilite votre travail. Oui, pas seulement. Pas seulement. Oui. C'est-à-dire parce qu'on a beaucoup voyagé en Chine. Et on a été tous les ans voyager en Chine. Et dans le but justement d'aller à la rencontre de ces artistes. C'est ça. Alors, il y a différents biais par lesquels on passe pour justement sélectionner des artistes. On ne va pas targeter un artiste parce qu'il est connu, parce qu'il a du talent, etc. On laisse quand même pas mal faire nos relations. Et je pense qu'une galerie, tout comme l'art, c'est une expérience de vie. Donc il faut se laisser la possibilité justement de faire des rencontres. Et ça, donc soit on les rencontre par rapport à des amis artistes, par rapport à des curateurs, ou des gens nous présentent aussi des artistes connaissant notre sélection. Mais il nous arrivait de tomber amoureux d'abord de l'artiste et petit à petit de comprendre de sa personnalité. C'est hyper important. Les travails aussi, d'abord c'est les travails. Ça nous intéresse. Après, c'est l'artiste lui-même. Parce que notre galerie, on est très intéressé par humaniste. C'est que vraiment... Les rencontres humaines, bien sûr. C'est ça. C'est un peu le centre de tout, je pense. La valeur ajoutée de l'art, ce n'est pas d'apporter un supplément d'âme dans la vie de chacun. Ça reste de la décoration. C'est pour ça que chaque œuvre que va produire, que va réaliser un artiste, on a besoin que cette œuvre soit sincère. On a besoin que ce qu'il raconte
n'est pas du marketing pur, parce qu'on peut utiliser des éléments de langage pour donner des émotions, pour faire rire, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ce que va pouvoir raconter l'artiste, enfin, raconter ce que va pouvoir dire l'artiste voilà, sur un sujet, voilà, passer sous son prisme. C'est ça qui est important. Ce filtre artiste, il est hyper important parce que justement, l'idée de l'artiste, c'est qu'il a une autre vision des choses par rapport à nous. Ils ont une autre perception du temps, perception de l'espace, ils ont une autre perception par rapport au rapport à l'autre. Et c'est comme ça qu'on détermine, nous, dans notre sélection, s'il peut intégrer notre galerie ou pas. Ce n'est pas simplement une question de technique. Bien sûr, quelqu'un d'assidu, il peut très bien peindre. Mais s'il n'a pas, s'il a rien à raconter, ça devient juste, encore une fois… Ça existe des peintres qui n'ont rien à raconter et qui continuent à peindre? Bien sûr, et beaucoup, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire des peintres qui ont des succès grâce à leur technique? Oui, bien sûr, ça existe. Et donc, heureusement, ceux-là, vous ne les prenez pas? En fait, ça ne rentre pas dans notre ligne éditoriale, voilà. Mais par contre, il faut vraiment reconnaître que c'est un pan sur la scène artistique qui existe et qui correspond à certains types de collectionneurs aussi. Il y a des collectionneurs de l'autre côté qui ne vont pas chercher plus que ça. Donc c'est très bien, c'est chacun… on est dans un créneau. Voilà, c'est votre créneau, hein, vous défendez cette ligne éditoriale. Voilà. C'est ça, tout le monde a sa place, hein. C'est vraiment un réseau complexe et on peut dénigrer personne. Déjà, cet acte… C'est un choix personnel. Hein. Oui. Non, mais l'acte de peindre et de montrer, c'est déjà engagé. Il faut quand même savoir mettre son ego de côté parce que derrière, on est sujet à toutes les critiques. Évidemment. Ouais. Mais à quel rythme vous exposez? Alors, combien d'expositions par an, par exemple? Vous pouvez nous donner environ 8 à 10 expos par an. Tous les un mois et demi, on a une expo. Après, c'est l'été et l'hiver, on a une exposition collective. C'est à découvrir aussi des nouveaux talents. Alors, en fait, on a des expositions personnelles des galeries de notre sélection. Et justement, en été et en hiver, on dédie la galerie à la découverte. Donc, ce sont des expositions collectives où on va collaborer avec des très jeunes artistes et on va les soumettre à nos collectionneurs. Mais en dehors de ce rythme d'exposition, on participe aussi à des foires. Des foires, et en même temps, on a des événements aussi à côté. Par exemple, en ce moment, dans le château Malromé, nous avons aussi une expo de l'artiste Aimé Chantier dans le château. C'est un super artiste français, pour le coup. C'est pendant tout l'été jusqu'à décembre. Alors, à côté, nous, on organisait aussi beaucoup d'expos, événements outside de la galerie. Hors les murs. Hors les murs, c'est un peu notre job. Hein. C'est-à-dire que le métier de galeriste, il ne se résume pas qu'à exposer, vendre. On a beaucoup c'est l'idée qu'on se fait en général. Justement, voilà, c'est pour ça que merci pour l'invitation et on est là justement pour présenter pour expliquer un peu notre métier. Justement, donc notre boulot, en tant que galeriste, c'est donner de la visibilité à des artistes en qui on croit, en qui justement le discours, pour nous, peut avoir une interaction sur l'état d'esprit de tous. Donc ce sont des artistes qui ont des messages à faire passer. Et donc dans la représentation, on a forcément les expositions personnelles, mais à côté de ça, on crée des collaborations dans des lieux institutionnels. Donc, par exemple, justement là au château Malromé, qui est la dernière demeure de Toulouse-Lautrec, ils ont restauré ce très beau château qu'on peut visiter et ils ont dédié tout un pan de ce lieu pour des expositions contemporaines. Donc on a été invité à participer. Enfin, Émeric Chantier a été invité pour exposer là de juillet jusqu'en décembre. Ah oui, de juillet jusqu'en décembre. Oui.
Donc on est c'est super une très amis. belle expo. Ouais. Alors, quand vous vous rendez en Chine, comment faites-vous pour rencontrer les artistes? Est-ce que avant même d'aller faire votre voyage, vous dites déjà, bon, bah, moi, je veux rencontrer tel ou tel artiste, ou bien c'est au hasard de vos rencontres avec vos amis? C'est ça, c'est avant que bien sûr on fait un peu les études sur les artistes. Ah, ben voilà. D'abord, déjà peut-être on connaît son travail avant, par Internet, par les médias, par les autres artistes. Et après, si vraiment on est intéressé, on demandait aussi les présentations des autres artistes aussi pour visiter l'atelier, pour parler avec l'artiste, pour connaître mieux que son travail. D'abord, bien sûr, on connaît bien son travail avant, on fait les études avant. On a beaucoup de chance parce que Léa connaît la plupart des grands artistes chinois. Donc quand on va dans chaque ville, on sait où ils sont, on prend rendez-vous avec eux et ils nous présentent des amis ou des artistes, etc. C'est ça, ouais. Mais c'est un réseau qu'on connaît très bien parce qu'on les a fréquentés. Ouais. Et donc de ville en ville, on voit tous les artistes émergents qui sont justement... Alors en Chine, ça marche beaucoup par cooptage. C'est-à-dire qu'un l'apprenti d'un grand maître, il aura plus de chances d'exposer beaucoup plus rapidement et d'être pris dans des galeries ou dans des institutions. Voilà, c'est après, il y a plein de chemins traditionnels. Hein. Il y a beaucoup de galeries aujourd'hui en Chine aussi. Surtout Pékin et Shanghai. Ouais. Et les artistes chinois que vous exposez viennent principalement de quelle ville? Chengdu. Ah oui, Chengdu. pourquoi Chengdu Nous, on a alors? jeté notre dévolu Et pourtant, sur la Chengdu. plus grande galerie, enfin celle qui est très connue sur le plan mondial, se situe à Pékin quand même. Oui, bien sûr. Et pourquoi Chengdu justement? Est-ce En que fait, c'est un hasard? Encore une fois, c'est les rencontres. Les rencontres. Si vous voulez, on travaille avec des artistes de Pékin, aussi. Hein. Mais la plupart de nos artistes sont de Chengdu parce qu'on a trouvé une mode de pensée, une sincérité, une manière de faire, une vision de l'art qui nous correspond. Ça correspond plus précisément à votre sensibilité, on va Exactement. dire. Et c'est quoi alors? Comment on peut définir cette sensibilité? La vôtre? En fait, C'est quoi? la sensibilité liée à l'art, elle est surtout basée sur l'honnêteté, la sincérité de leur démarche. On a trouvé à Chengdu justement une vision très pure de cette recherche picturale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas cette même démarche, cette même sincérité autre part, mais disons qu'en termes de caractère, en termes de confiance, en termes d'humain tout simplement, on s'entend très très bien Ah oui. avec les gens de Chengdu. Après, c'est que Chengdu, comme c'est une ville traditionnelle, aussi culturelle en Chine, Ouais. et il présentait aussi, il a d'abord beaucoup d'artistes là-bas. Il a des beaux-arts de Sichuan à Chongqing. À Chengdu aussi, il y a des galeries. Il y a un quartier vraiment spécial pour les artistes de Chengdu aussi. C'est pour ça que nous, on trouve que c'est très sympa pour aller là-bas, pour découvrir aussi, pour aussi ramener aussi les artistes de Chengdu en France. C'est que ça veut dire on ramène aussi la culture chinoise Évidemment. en France. Parce que les artistes de Chengdu, c'est vraiment, ils présentaient aussi pas que l'art contemporain. Il y a une partie aussi, ils présentent aussi c'est l'art traditionnel chinois. Donc ça, c'est vraiment, c'est très bien. Vous êtes spécialisé dans l'exposition d'œuvres d'art contemporain. Bien sûr, Ouais, bien c'est ça. sûr. Non, Ça mais alors, n'exclut pas non, pas Non, du les tout. œuvres traditionnelles. Hein? Non, Ah oui. parce que c'est entre les deux. C'est que il y a une partie contemporaine, une partie traditionnelle. Donc Non, pour que le contemporain existe, il faut que l'histoire soit présente aussi. Il faut toujours garder c'est ça. en tête tout ce qui a été fait et qui nous a permis d'arriver là. Mais bon, pour en revenir à Chengdu, c'est l'une des premières villes. Non, c'est la deuxième, c'est Shanghai avant. Mais ils nous ont reçus en résidence.
Bien Ouais, qu'on a les envoyé deux artistes, vous voulez dire. français. Oui, oui. Le Blue Roof Museum avait un département, enfin, on va dire un programme d'échange. Et donc, ils ont pris 2 de nos artistes en résidence. Ils ont réalisé pendant 3 semaines des œuvres pour exposer dans leur musée. Des artistes que vous aviez exposés. C'est ça, qu'on représentait. Donc c'est ça, on ramène des artistes de la culture française en Chine. En Chine, oui. L'idée c'est ça, lorsqu'on dit qu'on est spécialiste de l'art contemporain chinois, notre but c'est pas d'imposer une culture, c'est tout simplement de créer des éléments de langage pour que chacun puisse s'intéresser et communiquer. C'est ça. Et comment ça se passe, les rencontres entre artistes chinois que vous exposez et artistes français que vous exposez aussi? Est-ce que vous avez réussi à créer une espèce de rencontre entre ces 2 catégories de peintres qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même vision du monde et qui n'ont pas la même, on va dire, le même vécu? C'était ça aussi votre challenge, non? Bien sûr, et vous savez... Alors, comment faites-vous concrètement pour les faire se rencontrer? C'est pas évident? En fait, pour ceux qui sont sur Paris, c'est facile. Chaque année, ils parlent tous français de toute façon, il n'y a pas de barrière de la langue. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais pour ceux qui viennent de tout droit de Chine, alors? Oui, mais en fait, vraiment, les artistes, ils ont une manière de communiquer. Ils peuvent passer beaucoup de temps ensemble sans vraiment parler. Ils ont une sensibilité artistique très développée, n'est-ce pas? Tout à fait, même pas c'est un peu comme je sais pas moi, peut-être les aveugles, hein, qui ont une sensibilité très développée. C'est un type de langage. Les aveugles ou les sourds-muets, par exemple. Non, mais la comparaison n'est peut-être pas très appropriée, mais je vais dire... Non, alors en fait, vous pouvez retrouver en fait, comment je pense sur YouTube ou sur différents supports, des expériences, des histoires d'artistes justement qui ont partagé des expériences artistiques sans vraiment se comprendre. C'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'au travers de l'art, on peut arriver à communiquer. J'ai toujours l'idée, cette image en tête entre l'expérience partagée, de l'expérience partagée entre Man Ray et Marcel Duchamp. Ils parlaient ni anglais, l'un parlait pas anglais, l'autre parlait pas français, mais ils ont créé des œuvres extraordinaires ensemble. Alors ils ont appris petit à petit à communiquer, voilà, c'est d'abord parce qu'ils s'amusent, c'était des gros déconneurs, mais c'est ça, c'est cette joie de vivre, cette envie de communiquer. La barrière de la langue n'est pas une frontière infranchissable. Tout à fait. C'est comme les musiciens qui communiquent. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas besoin de trop de mots, en fait. Ouais, c'est un langage universel. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous voyez, une œuvre d'art, qu'elle soit peinte par un Américain, un Français, un Chinois, un Africain. C'est international. Voilà, les émotions passent. C'est un langage international. Voilà. Après, il faut avoir un peu de notion de la culture pour contextualiser son propos et aller rentrer dans le discours de l'artiste. Mais est-ce que le public français, les Français qui viennent visiter on va dire vos expositions, est-ce qu'ils arrivent à vraiment comprendre ces œuvres-là? Alors, forcément, c'est pas évident lors de la première visite, mais nous, ça fait... on a des collectionneurs et un public très fidèle. Ils viennent d'exposition en exposition parce que finalement, il y a un fil conducteur entre tous les artistes qu'on représente. Donc, ils arrivent à retrouver des éléments de langage d'un artiste à l'autre. Donc, forcément, comme n'importe quoi, on est un peu gauche, on est un peu perdu, on est un peu maladroit lors de la première visite. Mais plus on va venir, plus on va développer sa propre manière de lire une œuvre d'art. Donc aller dans une galerie, c'est adopter et comprendre un certain type de communication et de langage. Il y aura un autre type de langage dans d'autres galeries et ça dépend des personnalités des galeristes. Qui sont les
visiteurs français alors? Est-ce Alors, qu'on oui, peut la connaître plupart. leur profil Ouais, c'est ça. ainsi que les collectionneurs français? En fait, on a aussi bien des collectionneurs, enfin un public français qu'asiatique. On a réussi Oui, ce les tour de deux. force où justement l'idée c'est de faire comprendre à chacun qu'une galerie d'art, c'est un lieu où on peut aller voir de l'art gratuitement. Ça, On c'est paye le pas principal. par rapport au Ouais. musée. Donc il ne faut vraiment pas hésiter En à effet, venir. en Ouais. effet. Et oui. il ne faut pas se complexer, en fait, Ouais. en se disant, écoute, moi, j'ai pas les moyens d'acheter une œuvre, donc je ne vais pas aller voir. On essaie de casser cette barrière. D'ailleurs, Ouais. on a mis en place une médiation qui amène le public petit à petit, qui lui donne la possibilité de faire toutes les expositions tout seul par la suite. On donne des clés de compréhension et c'est ça le plus important. On a Comment notre vous réseau de donnez ces collection. clés de compréhension alors? Eh ben, par À la travers- médiation. On a une super équipe composée d'Antoine Leclésio et Sophie Wang. On est vraiment, Léa, moi-même, on est vraiment ravis de pouvoir accompagner chacun dans l'univers de chaque artiste qu'on représente. C'est notre job, c'est un métier de passion. Ouais, Ouais, ça. c'est un métier de passion, en Ouais, effet. c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, Anthony? Pourquoi Bien sûr. cet intérêt pour la peinture, au final? En fait, c'est des concours de circonstances. Je vous dis, j'ai intégré une société familiale dédiée aux encadrements de tableaux. C'est au travers de ce métier que j'ai fini par comprendre que je passais beaucoup plus de temps à discuter avec les artistes qui venaient apporter leurs œuvres que de faire les encadrements. D'ailleurs, ce qui se passait en règle générale, aussi bien mes frères que moi, on adore les artistes, donc on commençait à travailler une fois qu'on baissait les rideaux. Toute la journée, lorsqu'on avait que ce soit des collectionneurs, des curateurs, des critiques d'art, des commissaires d'exposition, les artistes amateurs, professionnels, là, ce qui venait, ils avaient tous une histoire à raconter. Et donc, c'est au travers de cette expérience que je me suis constitué ma propre vision de ce que je voulais défendre, de ce que je pouvais défendre. Et c'est vrai que je n'ai pas fait d'études de marché, comme vous avez dit tout à l'heure, mais par contre, j'avais une connaissance très précise du marché. Ma femme a une autre expérience en galerie. Justement, Ouais, c'est alors, ça, c'est votre parcours, moi, c'est ouais. ça, moi, c'est surtout la gestion de la galerie. Anthony, surtout, c'est qu'il rencontre avec les artistes, Voilà, vous parler êtes avec, répartis, voilà, le c'est ça, travail, hein, avec ouais. les collectionneurs aussi. Ouais. Moi, c'est surtout La gestion. la gestion Au de la quotidien. galerie. Ouais, c'est ça. Et après aussi, nous tous aussi, on voyage chaque année en Chine, en Asie, partout pour rencontres. L'art, c'est comme une passion, c'est comme notre vie. C'est notre vie quotidienne. C'est que tous les jours, on vit avec l'art. C'est ça. Ouais. Mais comment avez-vous vécu la période de confinement? Alors, pour nous, on l'a très bien vécu, à vrai dire. Parce que déjà, on a une fille en bas âge, donc on a pu passer beaucoup plus de temps avec elle, chose 3 mois. Une chance, ouais. chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Mais cette période de confinement nous a permis de repenser tous les modèles d'exposition. Donc on s'est mis à développer notre site internet, on s'est mis à communiquer beaucoup plus sur les réseaux, on s'est mis à faire des visio-expositions. Des visio-expositions. Ouais, c'est ça. Avec distance, mais on voit aussi l'expo. En fait, je faisais visiter une visite guidée de l'exposition par visio. Donc il y avait un groupe. Ça a marché? Oui, très bien. Il y a beaucoup de publics qui nous suivent par Internet. Oui. Ouais. Et c'est parce qu'en fait, vous avez une newsletter. Comment ça se passait alors? Non, comment vous communiquez avec le public? Comment faites-vous pour être visible auprès du plus grand nombre? C'est ça en fait? C'est ça. C'est la messagerie essentiellement. C'est ça, pardon. On a la newsletter, qui renseigne forcément à tous ceux qui sont inscrits à notre newsletter. Mais à côté de ça, on a aussi des groupes de collectionneurs qui nous suivent, qui sont un peu partout dans le monde aujourd'hui. Donc là, la visio-exposition nous a permis de réunir
des gens qui étaient à Hong Kong, aux États-Unis, un peu partout. Ouais. C'est vrai, avec le confinement, ça change la méthode de travail. Ouais. Parce qu'avant, c'est les collectionneurs, c'est les visiteurs Bah qui oui, viennent à la des galerie. rencontres physiques, Des rencontres n'est-ce pas? physiques. Et aujourd'hui, surtout, c'est par rapport à Internet, par rapport aussi téléphone, WhatsApp, pour travailler ensemble. Et WeChat aussi. Donc, on fait beaucoup ça pendant le confinement. Ouais. Voilà. Bien sûr, aujourd'hui, la galerie s'est ouverte depuis le mois de mai. Donc, nous, depuis mai déjà. Voilà, c'est ça. Oui, 12 mai, dès qu'on a pu ouvrir, on Ouais, a ouvert. Les gens, ils sont venus. Ils sont venus petit à petit, ils reviennent. Rien n'empêchera une visite sur place, bien entendu, parce qu'on monte des expositions parfois qui est immersive, donc on ne pourra jamais se rendre compte du travail de l'artiste si on n'est pas en confrontation par rapport à un format, par rapport à un recul, etc. Ouais. Mais du moins, ça permet de susciter l'intérêt, de continuer à garder le lien. C'est ça. C'est ça. Donc, on a lancé des challenges, par exemple, avec d'autres galeristes, à se poster devant, sur les réseaux, en expliquant une œuvre d'art pour montrer comment nous amenons comment l'univers d'un artiste au travers d'une explication. Beaucoup d'échanges entre vous, le public et d'autres galeristes. C'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez des projets en cours pour les mois à venir? Oui, on a, pour mois d'août, c'est toujours, on a une exposition au château Malromé, et après aussi... Ça dure combien de temps alors cette exposition? Jusqu'à décembre. Oui, c'est vrai, vous l'aviez dit tout à l'heure. En décembre. Oui, c'est ça. Et après, à partir de septembre, nous avons une expo de Shiori Eda, l'artiste japonaise. Et après, c'est Madechin, notre artiste chinois. Après, entre-temps, on participait les foires aussi à Paris. Après, mois de novembre, on va aller à Shanghai pour participer les foires. Aujourd'hui, c'est vraiment tous les programmes, on a déjà préparé. On a une fin d'année 6 mois. très chargée entre les différentes foires. Donc, c'est ça. Art Paris au Grand Palais, Asiana aussi. Asiana pendant la période de la FIAC. Shanghai juste derrière, et rythmé par les expositions à la galerie. Oui, c'est ça. Il y a Baovong aussi en fin d'année. En fin d'année, c'est un artiste franco-vietnamien. C'est très très intéressant aussi. Donc, jusqu'au début de l'année prochaine, nous avons notre programme. Voilà, c'est déjà fait. Et ça se passera essentiellement en France, n'est-ce pas? Puisque, si j'ai bien compris, c'est très difficile d'obtenir un visa maintenant pour aller en Chine. On espère croise les doigts pour le finir. mois de novembre. Et puis il n'y a pas tellement de vols. Il n'y a pas tellement d'avions, il y a ça aussi. C'est dommage en ce moment. En fait, on veut pas laisser faire le sort. Si on se lance des projets, on est accepté pour cette foire, qui est une très grande foire, l'une des deux plus grosses foires de Chine, à Shanghai. C'est la foire. Vous parlez de la foire internationale d'importation, non? Non. En novembre, il y a deux foires. Il y a deux foires à Shanghai. Il y a Westbund et Argentine. Ah, Westbund, justement. Westbund, qui est l'équivalent du centre Georges Pompidou, en fait. Je l'ai visité l'année dernière avec la délégation du président Macron. C'est ça. Immense. Immense. Normalement, on est accepté. Félicitations. Pour participer à cette foire. On va voir comment on va faire justement parce que c'est beaucoup d'organisation et on ne sait pas si les frontières vont être ouvertes ou pas, la frontière. Ça veut dire que vous allez amener vos œuvres pour les exposer là-bas. Et ce sont des œuvres réalisées par des artistes français ou chinois? Mixte aussi, nous avons notre programme aussi pour les foires. On présentait notre... On va essayer de présenter, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois lorsqu'on fait une foire internationale. Là, au mois de janvier, on a participé à Taipei Dengdai, à Taïwan, où on a présenté un artiste chinois qui est Madechin et un artiste français d'origine serbe qui est Vladimir Grišković. On reste toujours dans cette logique de passerelle. Et c'est ce qu'on va faire aussi à Shanghai. Que de projets en cours. Il faut. Je pense que cette période permet de redistribuer les cartes
Et de toute façon, on a toujours travaillé en dehors des institutions jusqu'à présent. Nos portes sont grandes ouvertes, bien entendu. On est preneur et complètement ouvert parce qu'on cherche à faire des partenaires avec toutes ces institutions. Mais voilà, on a toujours eu cette dynamique de faire les choses par nous-mêmes et d'avancer en fonction des collaborations qui s'offrent à nous. Dernière question, est-ce que vous pensez nouer des partenariats un jour avec deux musées très importants à Paris? Ils sont spécialisés dans l'exposition d'œuvres d'art asiatiques. Cernucci et Guimet. Cernucci, justement. Bien sûr. Justement. Bien sûr. Non, mais le conservateur du musée Cernucci il passe est venu régulièrement nous voir. Ouais, il est Et venu. suit notamment Ma De Cheng, voilà. il suit Yang Mien. Ouais. Et surtout aussi, Ma De Cheng, son tableau, il a été collectionné par le musée Cernucci. Ouais. Il fait partie de leur collection. Voilà. Donc, je pense, à l'occasion, bien sûr, nous espérons de travailler avec le musée. Ouais. Le musée Guimet, oui, à Guimet, terme. ouais. Voilà, en fait, je pense que c'est à nous de fournir tous les efforts de communication et de travail dans le montage d'exposition pour justement faire en sorte que ces musées veulent les exposer. Enfin, c'est pas une obligation. Donc, c'est à nous de faire tout ce job. Bon succès alors. Merci beaucoup. Merci, À bientôt. merci Camille.